Bonjour! Dans cette capsule, je vous présente différentes façons de planifier l'enseignement du vocabulaire et de le développer chez vos élèves. Les capsules B et C sont intimement liées. Elles traitent toutes les deux de la façon de s'y prendre en classe pour développer le vocabulaire. Cependant, la capsule C se limite aux pistes d'intervention en lien avec le travail sur le sens et la formation des mots. Je vous invite à lire attentivement ce que la recherche nous dit. On y parle, entre autres, d'enseigner au moins 10 mots par semaine. Après un calcul vite fait, ça veut dire 400 mots de plus par année. Certainement que c'est un bon défi à relever, mais ça compte dans la réussite des élèves. Aussi, pensons à tous les mots que nous expliquons de toute façon au quotidien. Le langage mathématique, les mots dont la compréhension est nécessaire pour aborder un texte, le vocabulaire lié aux différentes matières étudiées. Bref, sans les compter, nous enseignons déjà une grande quantité de mots. Les dernières diapositives de cette capsule sont consacrées à l'enseignement explicite. Ce qu'il faut savoir sur le développement et l'enseignement du vocabulaire. Démarche proposée. Quels sont les principes d'une démarche d'enseignement du vocabulaire? Dans votre planification, il faut considérer le niveau des élèves. Anticipez le vocabulaire difficile pour vos élèves, les mots sur lesquels ils vont buter parce qu'ils ne les comprendront pas. Avez-vous validé votre perception par rapport à leur niveau de compréhension du vocabulaire choisi dans les textes? Votre choix de texte est important pour permettre aux élèves d'évoluer dans un contexte motivant. Voici une proposition. Lors de votre préparation du texte, soulignez pour vous les mots sur lesquels vous pensez que les élèves vont perdre le sens. Lorsque les élèves lisent le texte, leur demandez de surligner les mots difficiles pour eux. Vous aurez ainsi une idée de leur niveau d'aisance avec le texte proposé. Plusieurs mots utilisés dans les textes proposés en classe peuvent être difficiles à comprendre pour les élèves, car ces mots peuvent être moins fréquents qu'à l'oral, être propres à une discipline scolaire, être complexes et longs, composés de plusieurs morphèmes ou présenter plusieurs significations dans différents contextes. Selon Elisabeth Nonnen, il est possible de voir le développement du vocabulaire comme un agrandissement d'une collection de mots. Cependant, l'acquisition de mots nouveaux relève plutôt d'une réorganisation des significations de mots déjà en usage. Par exemple, si le mot volume a été abordé lorsqu'on cherchait des synonymes de livre, on fera également des liens avec son sens en mathématiques. Afin de bien comprendre la démarche de planification de l'enseignement du vocabulaire, voici quelques informations sur les composantes importantes d'une bonne planification du vocabulaire. Tout d'abord, on se construit une liste de mots de vocabulaire. Comment on choisit ces mots? Ce sont des mots qui sont dans les textes que j'utilise et que je souhaite voir devenir actifs. Ce sont des mots qui comportent des caractéristiques qui vont me permettre de travailler les différentes notions lexicales telles que la sémantique et la morphologie. Ce sont des mots qui seront utiles lors de communication orale. Ce sont des mots qui pourront être réutilisés dans des situations d'écriture ou autres. Ce sont des mots que les élèves rencontrent souvent dans les textes, sans vraiment comprendre leur sens. Par exemple, des textes touchant à d'autres disciplines comme l'éthique et la culture religieuse ou l'univers social. Au centre de ce tableau, on vous parle de moyens pour enseigner. La première partie qui est ici vous présente une façon d'organiser le vocabulaire lorsque vous préparez la lecture d'un texte. Alors, vous avez la partie enseignement en bref qui concerne le vocabulaire passif et le vocabulaire qu'on veut qu'il devienne actif. On peut utiliser les moyens ci-dessous. On a aussi l'enseignement entre parenthèses pour le vocabulaire qui peut demeurer passif et l'enseignement soutenu pour les mots qu'on veut qui deviennent actifs et qui font partie de notre liste de mots de vocabulaire. Les moyens à utiliser pour rendre ce vocabulaire actif sont indiqués ci-dessous. 3 entrées peuvent être privilégiées pour permettre aux élèves d'acquérir du vocabulaire. L'entrée sémantique, l'étude du sens des mots. L'entrée morphologique, l'étude de la formation des mots. On parle entre autres des préfixes, des mots de même famille, des suffixes, de la composition du mot. L'entrée historique qui ne sera pas abordée dans cette capsule, mais je vous invite à aller consulter la capsule antidote.
Enfin, l'enseignement explicite qui permet de favoriser l'acquisition d'un vocabulaire actif qui est particulièrement pertinent pour des élèves en difficulté. Et dans la dernière colonne, on vous parle de planifier le moment. Alors, on peut se baser sur les textes qu'on choisit pendant l'année. Il faut aussi prévoir de multiples expositions aux mots qui ont été choisis. Comment on s'y prend lorsqu'on planifie la lecture d'un texte? Il y a l'enseignement en bref, l'enseignement entre parenthèses et l'enseignement soutenu. L'enseignement en bref, qu'est-ce que c'est? Ça se fait avant la lecture. On choisit des mots inconnus par l'élève qui sont nécessaires à la compréhension du texte. Ce sont souvent des concepts, des mots génériques qui nécessitent une explication. Le recours à un dictionnaire visuel, au web, un échange avec les élèves pour favoriser leur compréhension peut être facilitant. Bref, ce sont des mots qu'il faut comprendre avant d'aborder le texte. Par exemple, un texte portant sur l'époque médiévale, mais les élèves ont besoin d'avoir une idée de ce qu'est l'époque médiévale. Ce sont également des mots qui peuvent appartenir au contexte particulier du texte et qui ne seront pas pertinents à utiliser dans un autre contexte. Par exemple, si on revient au texte sur l'époque médiévale, on va probablement retrouver dans le texte des mots comme noble, bourgeois, paysan, ainsi de suite, qu'on ne retrouvera pas dans d'autres textes. C'est important de laisser des traces au tableau traditionnel ou tableau numérique, pour que les élèves puissent y référer en cas de besoin. L'enseignement en parenthèses. Alors, si on se situe dans le tableau d'une page précédente, on est au centre, on parle du vocabulaire qui demeure passif, qui peut se limiter à la compréhension des élèves, que les élèves n'utiliseront pas par la suite. Alors, cet enseignement-là se fait pendant la lecture. Choisir les mots qui ne sont pas familiers à l'élève, mais sur lesquels nous ne prendrons qu'un moment pour les expliquer en donnant un synonyme. Les mots qu'on choisit pour l'enseignement entre parenthèses ne sont pas des concepts clés. Ce ne sont pas non plus des mots spécifiques au contexte particulier du texte. Quelques exemples de mots qui pourraient se retrouver dans l'enseignement entre parenthèses. On a lapin de Garenne, gargouille, dodu. Alors, vous voyez que ce sont des mots qu'on ne réutilisera pas par la suite, mais que les élèves ont besoin de comprendre rapidement pour poursuivre leur lecture, comprendre leur texte. L'enseignement soutenu maintenant peut se faire avant et peut se faire après la lecture. Alors, l'enseignement soutenu, c'est la dernière partie de notre tableau ici. Les mots qu'on a choisis pour qu'ils soient acquis par les élèves, appris par les élèves, sur lesquels on va investir du temps et qu'on va souhaiter retrouver à d'autres occasions. Alors, faire avant et après. Avant la lecture, c'est lorsqu'on explique, par exemple, des mots qui sont des concepts clés. Surtout, on choisit quels sont les mots qui vont faire partie d'une banque à comprendre, à mobiliser à l'oral ou à l'écrit, à présenter de manière explicite. Bref, les mots qu'on souhaite acquérir. Pour les rendre actifs, il faut en faire un enseignement, c'est-à-dire manipuler, classer, catégoriser, comparer les mots. Vous avez plusieurs pistes, polysémies, synonymes, etc. Pour en savoir plus sur ces pistes, je vous invite à consulter la capsule suivante, la capsule 3, qui porte sur les pistes d'intervention. Le vocabulaire, oui, mais quels mots est-ce qu'on place dans notre liste, dans notre banque de mots de vocabulaire? Des noms communs, des concepts dont le sens n'est pas clair pour les élèves, des marqueurs de relation, des mots rares. Que dire des noms communs? Tout d'abord, il est démontré qu'il y a une surexposition des noms communs lorsqu'il y a un travail fait sur le vocabulaire, puisqu'ils représentent des réalités stables et identifiables dans le monde. Attention à la variété. Que dire des concepts et des termes génériques? En ce qui concerne ces mots, par exemple les sentiments, au lieu de procéder à une liste de sentiments, pourquoi ne pas nuancer? Que dire des concepts, des termes génériques? En ce qui concerne ces mots, par exemple les sentiments, au lieu de procéder à une liste de sentiments, pourquoi ne pas nuancer, différencier et élaborer les significations attachées aux différents mots tels que une personne en colère, une personne sévère et une personne méchante? Quelles sont les différences et les ressemblances entre ces personnes? Pourquoi choisit-on un mot plutôt qu'un autre? Un autre exemple de concept, l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Est-ce que c'est quand mon enseignant me dit que j'ai trop d'énergie en classe? Est-ce que c'est quand mon père dit que l'énergie coûte cher? Est-ce que c'est quand ma mère me dit qu'elle a mis beaucoup d'énergie à m'éduquer?
Est-ce que c'est lorsqu'il y a des émissions télévisées qui parlent de l'énergie solaire? À la Commission scolaire des Hauts-Cantons, les enseignants disposent de nombreuses ressources qui peuvent soutenir l'enseignement de ces concepts, par exemple le dictionnaire visuel, le dictionnaire Usito, Antidote, Edumédia, BrainPop et autres. Que dire des marqueurs de relation? En écriture, les enseignants encouragent les élèves à utiliser des marqueurs de relation pour faire des liens entre les phrases. En lecture, les élèves rencontrent fréquemment ces mots. Est-ce que les élèves connaissent les nuances de sens entre ces mots, si importants en écriture et en lecture? Les mots rares maintenant. Parfois, ces mots ont un statut implicite prestigieux. Puisqu'il est rare, il a beaucoup de valeur. La question qu'on doit se poser, c'est s'il doit être en lien avec le vocabulaire passif, celui qu'on comprend en lecture par exemple, qu'on remplace rapidement par un synonyme, ou le vocabulaire actif, celui qu'on mobilise à bon escient en production dans des contextes variés. Il faut clarifier le but lié à notre sélection de mots pour ne pas encombrer la mémoire et perdre du temps avec des termes qui auront peu de chances d'être réutilisés parce qu'ils sont trop rares ou non liés à de vrais enjeux. Il faut plutôt choisir de privilégier le travail sur des mots qui font sens pour les élèves, pour favoriser un travail plus intensif sur le développement des significations. Par exemple, antitussif, un mot rare, mais intéressant puisqu'il est dans la famille de tout et qu'il pourrait être réutilisé par l'élève. De plus, l'élève a des chances de le revoir sur la bouteille de médicaments à la maison. Les mots difficiles. Un mot difficile n'est pas forcément un mot rare, mais plutôt un mot inconnu du répertoire de l'enfant. Certains auteurs préconisent un enseignement du lexique plus intensif et privilégient l'approfondissement de la signification et le réemploi de mots, même s'ils sont moins nombreux. Il est important de prendre le temps de revenir avec les élèves sur les mots qu'on juge importants et d'approfondir leur sens. Les verbes, les adjectifs, les pronoms, les conjonctions. On sait à quel point les verbes déterminent la signification du sujet et du complément de phrase. Donc, les mots utilisés comme sujet et comme complément de phrase vont être déterminés par le verbe et sa signification. Par exemple, si on choisit le verbe prendre et que dans la phrase il signifie suivre un chemin, on va anticiper une destination, un endroit, un chemin, que le complément va être en lien avec le sens du verbe. En lecture, l'enseignant qui aborde le rôle particulier du verbe avec ses élèves les aide également à utiliser la stratégie des mots, avant et après, pour comprendre le sens d'une phrase. Il est surtout important d'approfondir et de nuancer le sens des verbes avec les élèves. Par exemple, qu'est-ce qui différencie le sens des mots admirer, adorer et aimer? Lorsqu'on lit adorer et aimer dans un texte, est-ce que le sens est le même? Les adjectifs. L'idée n'est pas de les traiter sous forme de liste de mots, de collection de mots, mais plutôt de les mettre en relation, de discuter de leur lien au niveau du sens, de ce qui les différencie. Par exemple, demander aux élèves de mettre en relation les mots suivants selon leur sens. Agréable, gentil, formidable, incroyable, affreux, effroyable, étrange, insupportable. Ce travail est aussi un atout pour le réinvestissement des mots à l'écrit. Les conjonctions. Des mots si fréquents, mais sont-ils vraiment compris par les élèves? Dans la liste orthographique, c'est-à-dire la liste de mots que les élèves doivent apprendre à orthographier, on retrouve afin que, car, c'est-à-dire, comme, donc, lorsque, puisque, parce que, tandis que. Les élèves savent-ils quel est le sens de ces mots importants à utiliser, mais difficiles à nuancer? A-t-on mis en relation ces mots dans différents contextes? Que dire des pronoms maintenant? De leur importance en compréhension de lecture. Ils doivent faire partie du répertoire choisi puisqu'ils sont bien présents dans les textes et que leur compréhension va aider les élèves autant en lecture qu'à l'écrit. Alors voici un court extrait de texte. Nous allons voir comment travailler avec le vocabulaire de ce texte. Alors dans le coin supérieur droit, vous avez le texte qui est répété si vous voulez y faire référence. Lorsque vous faites le choix d'un texte, vous pouvez utiliser un simple tableau comme celui-ci pour planifier l'enseignement du vocabulaire.
Par exemple, pour ce texte, l'enseignant explique les mots en bref avant la lecture puisqu'ils sont nécessaires à la compréhension du contexte du texte. Ici, ça se passe dans la jungle et il y a un chasseur. L'enseignant pourrait demander aux élèves ce qu'ils connaissent de la jungle, ce qui caractérise cet endroit et où va se dérouler l'action dans le texte. Chasseur est un mot qui peut être bien connu par certains élèves et inconnu par d'autres, selon le vécu familial. Il s'agit ici de permettre à tous les élèves de comprendre ce mot. Pendant la lecture du texte, l'enseignant utilise les synonymes en rouge pour expliquer les mots de la catégorie entre parenthèses, en s'arrêtant le moins longtemps possible. Enfin, l'enseignant fera un travail plus explicite sur les mots soutenus. Par exemple, il a choisi tracassé, poursuivi et travers, parce qu'il prévoit faire écrire un texte à l'Halloween sur une histoire de peur, donc les élèves pourraient utiliser ces mots. Élégante, ce mot va permettre aux élèves d'apprendre un nouveau mot pour remplacer l'adjectif beau qui est si fréquemment utilisé. Il pourra mettre en parallèle d'autres mots tels que gracieux, endimanché, tiré à 4 épingles. Enfin, matinée a été choisi pour son utilisation peu fréquente et son intérêt. Les élèves écrivent souvent le mot matin, mais n'utilisent pas souvent le mot matinée. Comment consigner les mots? Le lexique personnel est un outil pour l'élève de consignation des mots de vocabulaire. Certains enseignants utilisent des cahiers complétés par les élèves. D'autres enseignants choisissent de construire ce lexique à partir du travail produit sur le tableau numérique, alors que chacune des pages produites peut être imprimée et distribuée aux élèves. L'avantage à ce moment-là est que les mots ne contiennent aucune faute d'orthographe. L'enseignement explicite, une pratique gagnante démontrée par la recherche en vocabulaire aussi. On parle de modelage. Le modelage a pour but de favoriser auprès des élèves la compréhension de l'objectif d'apprentissage. La pratique dirigée ou guidée permet aux élèves d'ajuster et de consolider leur compréhension dans l'action. La pratique autonome fournit de multiples occasions d'apprentissage nécessaires à la maîtrise et à l'automatisation des connaissances. Selon le modèle de Rosenshine, l'enseignant modèlera au départ devant les élèves ce qu'il faut faire pour ensuite les accompagner en pratique dirigée afin qu'ils s'exercent à leur tour de façon à ce qu'ils soient capables, en bout de course, d'accomplir seuls la tâche en pratique autonome. Voici quelques exemples de contenus à enseigner de manière explicite. En ce qui concerne la première suggestion, la démarche d'enseignement explicite est disponible sur le portail dans la communauté Intervenir là où ça compte dans le volet vocabulaire. Le modelage. Voici un rappel de la partie modelage de l'enseignement explicite. Par exemple, j'informe les élèves que je leur présente le préfixe « bi ». Je leur demande ce qu'est un préfixe. Je leur rappelle que c'est une partie du mot qui se situe au début du mot et qui a une signification précise. Je leur donne comme exemple un mot bien connu, faire, défaire, refaire. Quel est le sens de ces mots? Je leur donne 4 mots et je les invite à découvrir le sens de ce préfixe. Bicorne, bicyclette, bipied et binocle, que vous voyez illustré sur l'écran. On va consulter le dictionnaire visuel disponible sur le portail dans l'onglet des ressources numériques et on va aller observer ce que ces 4 illustrations ont de commun. D'ailleurs, les illustrations sur votre page proviennent du dictionnaire visuel. En contre-exemple, on va aller voir tricorne, monocle et tricycle. Je laisse les élèves faire leurs hypothèses. Ensuite, je m'assure que les élèves ont bien compris le sens du préfixe « bi » qui veut dire « deux ». La pratique guidée. Voici un rappel de la partie pratique guidée de l'enseignement explicite. En pratique guidée, je vais remettre aux élèves une liste de phrases dans lesquelles il y a des mots commençant par « bi ». Placés en équipe, je vais leur demander de discriminer les mots qui ont un sens « de » et ceux qui ne correspondent pas à cette caractéristique. Les élèves peuvent utiliser des dictionnaires pour vérifier leurs hypothèses. Exemple de mots correspondant au préfixe « bi ». Biface, bicentenaire, bicolore, bilingue. Mots ne correspondant pas au sens « de », bibliothèque, biberon, bibelot, bijouterie. Je vais leur demander d'expliquer comment ils ont classé les mots. Par la suite, je vais offrir aux élèves l'occasion de lire des textes contenant des mots commençant par « bi » et je vais les questionner sur le sens qu'ils donnent à ces mots.
Je vais m'assurer que le sens de du préfixe est bien compris. La pratique autonome. Je présente des phrases ou un texte aux élèves dans lequel il y a des mots commençant par « bi » et je m'attends à ce qu'ils maîtrisent le sens du mot dans différents contextes. De plus, à l'écrit, je m'attends à ce que les élèves ne fassent plus de confusion avec le mot bicyclette. Plusieurs élèves se trompent en écrivant BYCI au lieu de BICY. Je peux également donner une dictée de mots aux élèves avec des mots connus auxquels on ajoute le préfixe bi, comme biface, bimensuel, bimoteur, bipolaire, biplace, biplan. Les élèves seront épatés de voir qu'ils savent comment écrire ces mots moins fréquents et qu'en plus ils en comprennent maintenant le sens. Conclusion. L'intervention en vocabulaire doit être planifiée et organisée. La démarche de préparation de textes brefs, entre parenthèses, et soutenue favorise le travail en profondeur du vocabulaire et l'organisation des mots selon l'intention pédagogique de l'enseignant. Elle doit se faire en contexte pour favoriser la création de liens dans le cerveau. Une des tâches les plus difficiles de l'enseignant est de trouver de nombreuses occasions de présenter le même mot pour que l'élève apprenne son sens dans les différents contextes. À la Commission scolaire des Hauts-Cantons, un comité travaille pour soutenir les enseignants dans cette tâche. N'oubliez pas de consulter les nombreuses pistes d'intervention présentées à la capsule suivante. Au revoir.